Après avoir imprimé et rempli les documents de l'université, Océane doit à présent fournir son attestation de bourse et là, ça se complique un peu. Bonjour, je suis bien au vice-rectorat. Alors, je me présente, je m'appelle Océane. J'ai un petit souci avec ma notification de bourse. J'aimerais la réimprimer, mais votre service, il y a un problème avec votre service pour mes services étudiants sur votre site, enfin, pour le suivi de dossier. Merci, c'est gentil. Au revoir. Et elle m'envoie ça tout de suite sur mon adresse mail. Je crois bien, oui, on me l'a renvoyé par mail. Je vais imprimer ça tout de suite. Et comme ça, je peux enfin finaliser mon inscription. Je suis contente, j'ai mon attestation de bourse. Ok, donc on va essayer d'aller rendre tout ça et on verra bien si c'est bon et que je puisse enfin partir parce que Amélie qui a mon âge et Dominique, on a tous des âges différents mais on s'entend très bien comme si... C'est une famille. Voilà, une famille, exactement, ça c'est pas moi qui l'a dit là. Et là, Dominique, c'est le petit chanceux, il n'y a que lui comme mec. La pré-rentrée de l'université à Koné, c'est un peu comme à la maison. À l'école Les Flamboyants, où sont les locaux, les étudiants se retrouvent pour commencer la deuxième année de licence en économie et gestion. 50% de réussite pour la première année, un bilan plutôt positif. Tout le monde a bien pris conscience que dans un effectif réduit, c'est plus facile de demander de l'aide et de l'accompagnement aux uns et aux autres et aux professeurs évidemment. Et donc les enseignants, dans la mesure où on était proche d'eux et qu'on faisait avec eux des exercices et ce genre de choses, tout le monde avait bien conscience que c'était particulier. Ceux qui ont passé le cap de la première année, c'est le cap du travail individuel, de l'autonomie et de l'exigence universitaire. Quand ils ont passé ce cap-là, après ils savent à peu près les exigences. Ce n'est pas le seul aller-retour qu'Océane devra faire aujourd'hui entre la carte étudiante et les assurances à mettre à jour. Peu importe, il faudra qu'elle soit prête pour la rentrée de demain et aussi pour les 2 contrôles déjà prévus vendredi. 5-0, c'est le carton réalisé par l'équipe de Yengen. Et pourtant, ce score fleuve ne reflète pas la physionomie du match tant les joueurs ont peiné en première période. La faute a un pressing haut de la part des joueurs de Malompa Revivers. Malgré tout, l'équipe de Yengen est la première à se distinguer. À la deuxième minute, Antoine Roiné, pour son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs, tentera le premier tir cadré du match. Quelques minutes plus tard, les buts de l'équipe de la côte Est sont pris d'assaut par les visiteurs. Pratiquement toutes les occasions de Malompa viennent du côté gauche dans le dos de la défense. Heureusement, Rokini Keïn fait preuve d'une grande vigilance. Le gardien de but de Yengen permet à son équipe de rester dans le jeu en multipliant les arrêts réflexes. Comme ici, une tête à bout portant du capitaine Vanuatu. Les joueurs de Yengen auront quelques occasions de passer devant, mais butent soit sous le portier Vanuatu, soit ne cadrent pas leur frappe. Bertrand Cailly multiplie les appels mais est souvent signalé en position de hors-jeu. À la reprise, c'est lui qui provoque le penalty sur ce corner. Il inscrira son premier but de la soirée à la 49e minute. Cette ouverture du score aura le mérite de galvaniser les troupes. Et 4 minutes plus tard, il inscrira son deuxième but sur un centre tendu d'Antoine Roiné. Les joueurs de Malompa ne renonceront pas pour autant et frapperont 2 fois sur le poteau et la transversale de Yengen Sport. À la 56e minute, Anthony Cailly marquera le troisième but de Yengen sur un service de Bertrand Cailly. De passeur, Bertrand Cailly se murera de nouveau en buteur et inscrira son troisième but à la 88e. Joris Gourendiaoué alourdira le score dans le temps additionnel. On est très fiers et très heureux de franchir une nouvelle étape en vous présentant le premier véhicule Néobus. Vous pourrez monter dedans, vous ne pourrez pas encore circuler parce qu'en fait ce véhicule ne nous appartient pas encore, il est toujours propriété de Sodoto Iveco. Vous l'avez sûrement aperçu aujourd'hui dans l'agglomération de Nouméa. Ce véhicule articulé de 18 mètres est le premier néobus qui effectue les phases test du projet. On va pouvoir passer à une seconde étape, c'est-à-dire mettre en place l'ensemble des feux tricolores pour qu'à terme, le bus dans quelques mois ait la priorité absolue au carrefour. C'est-à-dire soit détecté quelques centaines de mètres en amont du carrefour et que lorsqu'il arrive sur le carrefour, le feu soit au vert pour lui et au rouge pour les automobilistes autour. Pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes assises et 110 personnes debout, il permettra également un accès facile aux personnes à mobilité réduite ou encore aux personnes avec poussette. Mais surtout la nouveauté, c'est que la personne va voyager sur un réseau unique à l'échelle de l'agglomération. Donc la personne qui utilisait Carouilla et Car Sud demain n'aura plus à payer 2 titres ou 2 abonnements. Avec son même ticket, il pourra voyager sur l'ensemble du réseau Taneo à l'échelle de l'agglomération.
Et pour tenir compte de notre clientèle, on a souhaité mettre en place un pass Taneo, donc que les gens pourront utiliser comme un porte-monnaie transport qu'on pourra recharger en fonction des usages et qui sera plafonné dans le mois. Donc, une fois qu'on aura atteint un certain nombre de déplacements, un certain montant dépensé, on pourra continuer de voyager gratuitement jusqu'à la fin du mois. Et ce prix plafond correspond grosso modo au prix des abonnements aujourd'hui qu'on peut avoir sur le réseau Carouya comme Carso. Ce premier circuit de 13 km desservira 23 stations. 2 parkings sécurisés devraient voir le jour dans la commune de Dembéa, co-initiale de l'opération 20 milliards de francs pacifiques. Quelques mois avant la rentrée scolaire, cette mère de 4 enfants a acheté la plus grande partie de ses affaires lors des soldes. Une technique qu'elle a mise au point pour éviter de dépasser son budget. Et pour les dernières courses, c'est à Saint-Vincent-de-Paul qu'elle et ses filles se rendent. Oui, on vient régulièrement avec notre mère parce que c'est elle qui... C'est moins cher ici et puis il y a plus de choses aussi. Enfin, dans les autres magasins, c'est 500. Ici, c'est quoi, 300 seulement? 300, 200. Ça dépasse pas plus haut de 400. Après, il y a des moments, quand il y a des trucs qu'on ne trouve pas ici, on va les chercher dans les autres magasins. Sinon, la plupart du temps, c'est presque ici qu'on vient. Beaucoup de familles se retrouvent dans la même situation. C'est la raison pour laquelle Saint-Vincent-de-Paul organise ses braderies solidaires chaque année où les prix sont fortement réduits et les cartables offerts. Cette opération elle est faite pour aider les gens qui ont vraiment besoin qu'on leur donne le maximum de choses, qu'ils soient comme tout le monde en fait, il n'y a pas de raison. C'est important. Et là dans notre magasin on essaie de mettre le maximum de choses aussi pour que tout soit à leur disposition comme dans les autres magasins et qu'ils ne sentent pas la différence, surtout c'est important. Je pense qu'on pense pas du tout aux gens qui ont des difficultés, on ne les aide pas suffisamment et vraiment on sent que ça se dégrade, je ne vais pas dire de jour en jour, mais très très vite, malheureusement. 5 000 francs, c'est ce qu'a dépensé en tout la maman de Marie, Séraphine, Yveline et Marie-Cécilia pour une dizaine d'articles. Les braderies solidaires de Saint-Vincent-de-Paul se terminent ce vendredi. Au sein de la capitale, les automobilistes peuvent la croiser plusieurs fois par jour, dans un rond-point ou devant une école. Ces branches sortent parfois d'une cour pour narguer les passants. On la trouve aussi dans des petites broussailles urbaines. Mais le cerisier de Cayenne, ou Ouanidenide en négoné, reste très peu connu. C'est une plante que les Calédoniens ne font pas attention. Pourquoi? Parce que elle n'est pas attractive par elle-même. Quand on le voit dans un massif, on ne pense pas forcément au cerisier de Cayenne. On prête attention uniquement que quand elle est en fruit. Parce que quand elle est en fruit, elle a plusieurs coloris, il y a des teintes jaunes, des teintes rouges, ce qui fait justement le charme de cette plante. Les pépiniéristes ou paysagistes l'utilisent comme plante de haie ou plante ornementale. Elle est même utilisée dans la revégétalisation de certains sites miniers. Souvent, on les met dans des jardins où il n'y a pas vraiment d'entretien à faire, parce que c'est une plante très rustique, qui a un feuillage bien vert, comme vous pouvez le constater. Son feuillage est bien vert, persistant, et qui fait à peu près une hauteur de 5 mètres quand on le laisse pousser. Mais c'est par ses fruits comestibles que cette plante s'illustre le plus. Une fois que les abeilles ont pollinisé, nous avons donc des petits fruits qui apparaissent de ce genre-là. La petite cerise que nous voyons là, elle est côtelée, donc elle est de couleur verte. Ensuite, elle va grossir au fur et à mesure et ensuite elle va devenir jaune, un jaune aussi clair et après elle vire complètement du rouge, vraiment rouge cerise. On utilise ces fruits pour faire des jus par exemple, des confitures. C'est aussi un fruit qui est très riche en vitamine C, beaucoup plus riche qu'un agrume par exemple. Très généreux, le cerisier de Cayenne offre ses fruits 2 à 3 fois par an. À La Réunion, son écorce et ses feuilles seraient aussi utilisées
dont des remèdes contre la grippe ou les fortes fièvres. « 17, c'est le nombre de spectacles prévus pour l'année 2019 au Théâtre de Lille. Au programme de cette saison, du théâtre bien sûr. À la carte, des pièces célèbres comme Othello de William Shakespeare ou encore Candide de Voltaire. L'une restée fidèle à l'original et l'autre tournée à la sauce des comédiens calédoniens. Dans un style beaucoup moins sobre, elle s'est fait remarquer par son humour trash dans l'émission La France a un incroyable talent. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de Laura Lone, une artiste à écouter avec une sérieuse dose de légèreté. Qu'avez-vous fait pendant la guerre, monsieur Turing? Je construis une machine capable de calculer, mais aussi de réfléchir. À l'affiche aussi, des pièces inspirées de faits réels. La machine de Turing, un drame racontant l'histoire d'Alan Turing. Ce mathématicien anglais réussit durant la Seconde Guerre mondiale à fabriquer une machine capable de décrypter les messages codés des nazis. Une pièce décorée de plusieurs prix. Pourquoi refuser à une machine son droit à l'intelligence, même artificielle? Mais pour cette année, le Théâtre de Lille ne s'est pas limité qu'au théâtre. Il faut profiter du fait qu'il y a du théâtre et des pièces extrêmement intéressantes à voir. Il va y avoir un chanteur de chansons françaises, Dominique A, et puis de la danse hip-hop et contemporaine en fin d'année avec une compagnie, la compagnie qui s'appelle Pyramide et qui fait un spectacle qui s'appelle Sur le fil. Voilà, je dirais que c'est les trois choses peut-être à voir, mais je crois que tout est à voir en fait. Commencer le prochain coup. Pour ouvrir le bal, on commence donc en chanson avec François Morel, Cancer, qui se tiendra à partir du 21 février. Mais depuis plus une nouvelle, pas un message, pas un email. Petit Jésus, tu m'as déçu. Né le 23 janvier 1947, originaire du Lot-et-Garonne, c'est avec son petit frère, sa mère et son beau-père que le jeune William arrive en Nouvelle-Calédonie. Il est arrivé au pays à l'âge de 12 ans, dans les années, fin des années 50. Il a suivi son beau-père qui était commandant de gendarmerie à Calagomène. Donc il a été confronté très tôt au pays, à toute sa richesse. Ensuite, il a commencé une carrière d'instituteur, puis il a passé un concours de police. Il a terminé donc sa carrière en tant que commandant de police. Et toute sa vie, sa passion a été justement de rechercher, collecter des objets beaux et rares, notamment sur le patrimoine kanak, mais pas que, puisqu'il s'est intéressé aussi à l'Asie et il s'est intéressé aussi à un peintre que les Calédoniens connaissent bien, Jean Soanet-Michon. De grandes valeurs ou d'usage quotidien, ce sont au total plus de 650 pièces, estimé désormais à 120 millions de francs pacifiques. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ce sont des objets donc, qui ont été ramenés par les marins en métropole ou en Europe, et dans le cadre de successions qui ont pu être vendus et ramenés au pays par M. Coste, qui allait donc sur les catalogues, qui se renseignait, et qui a acquis des objets en métropole et en Europe. Donc une des particularités aussi du travail de M. Coste, c'est qu'il a pu ramener des objets au pays. Il a notamment travaillé à la police aéro-frontière et dans les années 70, il a notamment été donc, à l'action pour découvrir des trafics de drogue et de hashish. Peut-être de là est née une passion pour l'art de l'opium, donc on a quelques exemplaires là de très belles pipes à opium. Monsieur Coste souhaitait par-dessus tout que sa collection soit accessible à tous. Le château Hagen a pour cette collection bien des projets. Donc il y a énormément de choses, ce sont plus de 650 objets. Dans le cadre de cette exposition de préfiguration, nous n'en exposons que moins d'une cinquantaine, donc moins de 10% de tous les trésors sont exposés dans le cadre de cette exposition de préfiguration. On montrera peut-être sans doute dans le cadre de l'exposition permanente à une centaine d'objets. L'idée, c'est de pouvoir déjà faire découvrir ces trésors aux Calédoniens en 2019
Et en 2020, nous allons donc nous organiser pour accueillir de manière permanente une exposition qui justement montrera toutes les passions de William Coste au sein du château Hagen. Dans ce deuxième match de la poule A, l'enjeu est simple. Pour Yingen Sport, il faut décrocher une seconde victoire, synonyme de qualification pour les quarts de finale. Et pour l'AS Stéphana, celui d'entretenir ce rêve de qualification en engrangeant les 3 points de la victoire après le nul lors de son entrée dans la compétition. Dans ce match, pas de ronde d'observation. Dès le coup d'envoi de la partie, les deux équipes se ruent sur le porteur de balle. Les joueurs le savent, il faut faire la différence rapidement et marquer pour se mettre à l'abri. À force d'insister en ce début de match, Yingen Sport pousse son adversaire à la faute. À la 4e minute, Brice Daïté déboule sur son côté gauche et centre fort devant le but. Le défenseur tahitien propulse le ballon dans ses propres filets. À partir de ce moment-là, le match s'anime. Les nordistes doivent conserver cet avantage et les tahitiens doivent absolument marquer pour revenir au score. Les occasions se succèdent d'un côté comme de l'autre. L'enjeu rend le match très animé, les contacts très agressifs. 5 avertissements sont distribués durant la partie. Comme le roseau, Yingen Sport plie mais ne rompt pas. Sa défense, emmenée par un Roy Kayara des grands soirs, tient bon. Et s'il se rate, il peut compter sur son gardien de but Rocky Nikein. Et quand il est battu, le portier de Yingen peut remercier la chance, comme ici, sur cette magnifique frappe tahitienne qui heurte la transversale. Au bout de 96 minutes d'efforts intenses, l'arbitre siffle enfin la fin du match. Les Bleus de Yingen vont pouvoir se concentrer sur leur dernier match pour la première place du groupe A ce samedi contre les Papous de l'AS City Dwellers.